Chers amis du monde entier, nous allons commencer la dernière séance de ce qui est en France la matinée. Donc, nous allons avoir trois présentations. La première nous vient de Suède avec Katarina, excusez-moi la prononciation, elle n'est certainement pas exacte, Vaita ou Vaista, d'une université dont le nom est également difficile à prononcer pour un palais français, qui est l'université de Göteborg, avec le témoignage suivant: l'enseignement des langues avant, pendant et après la pandémie à l'université de Göteborg. La parole est à vous, chère Katharina. Merci. Je vais donc essayer de partager mon écran. C'est bon. C'est bon, ça marche, parfait. Alors voilà, mon témoignage va porter sur la situation vécue dans notre département où je suis maître de conférence HDR en français, mais je suis aussi aujourd'hui la directrice. Ce sera donc une perspective assez générale que je vais proposer. Alors le point de départ pour cette présentation, c'est nous avons une quinzaine de langues dans notre département, 13 pour être précis, mais ça dépend un petit peu comment on les compte. Nous avons par semestre environ 300 cours différents. Nous avons environ 3000 étudiants, une soixantaine d'enseignants-chercheurs, une vingtaine de doctorants, une vingtaine de personnes dans l'administration. Et le point de départ, c'était aussi que dans certaines langues, nous avions déjà des cours à distance, dans d'autres pas du tout. Et dans certaines langues, il y avait certains cours à distance et d'autres cours présentiels sur le campus. Mais un atout en général, c'était que nous avions quand même beaucoup de cours à distance. Peut-être pas la moitié des cours, mais peut-être le tiers. Il y avait donc aussi une grande variation chez nos enseignants dans l'expérience de l'enseignement à distance. Certains ne l'avaient jamais pratiqué et d'autres, pour eux, c'était chose quotidienne. Et c'était dû au fait que, bon, on a un département avec des grosses difficultés financières et pour justement pouvoir renflouer un petit peu les caisses, les cours à distance font parfois des miracles. Nous sommes en effet payés par étudiant et pas en gros. Donc, le nombre d'étudiants pour nous était important. Le Covid-19 en Suède et à Göteborg plus particulièrement. En Suède, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, il n'y avait pas de confinement comme ailleurs, mais il y avait des recommandations nationales très strictes et aussi très claires. Et ces recommandations ont d'ailleurs été respectées dans une très large mesure. Les campus universitaires ont fermé, ainsi que les lycées, et tous les cours ont été transférés sur Zoom, sur Internet et Zoom. Notre département ici avait déjà, avant la décision de notre Premier ministre et avant la décision du recteur de l'université de fermer les campus, nous avions déjà pris la décision de commencer à tout transférer sur Zoom. Donc, on avait quelques journées d'avance, ce qui était quand même précieux. La plupart des employés de l'université, depuis le début de ce virus, travaillent maintenant à distance. La présence sur place est possible, donc on n'est pas obligé de rester chez soi, mais on peut venir ici. Et c'est pareil pour les étudiants. Ce sont les cours sur place qui ont été annulés. Les étudiants peuvent venir travailler en groupe, par exemple, sur notre campus. Alors, les difficultés que nous avons eues à surmonter. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une approche pédagogique tout à fait différente quand on travaille sur les cours à distance. Il ne s'agit pas simplement de transférer un cours sur Zoom, il faut aussi l'adapter ou le réorganiser totalement. Il faut des pauses plus fréquentes, il faut des cours qui soient moins longs, il faut mettre à l'avance toute l'information nécessaire en ligne.
Il y a aussi une chose qui varie beaucoup, c'est le nombre d'étudiants dans chaque groupe. Une autre chose qui a déjà été soulevée ici aujourd'hui et que je reconnais, c'est la problématique des examens. Comment s'assurer de leur bon fonctionnement, que c'est bien la bonne personne qui est là, qui les passe. Ce système de surveillance avec 2 caméras, ça marche plus ou moins bien, plutôt moins bien. Mais enfin bon, ils savent qu'ils sont surveillés. Je crois aussi qu'il faut leur faire confiance. Et surtout aussi, il faut concevoir d'autres sortes d'examens où les questions sont posées différemment. Une autre question que nous nous sommes posées, c'est est-ce que les objectifs d'apprentissage des cours, parce que chaque cours a un plan de cours qui décrit justement ses objectifs, et chaque objectif doit à la fin du cours avoir été examiné, l'étudiant doit prouver qu'il a tout validé. Et est-ce que tout peut l'être à distance? Alors, il s'agit vraiment de surveiller tout ça. Nous avons aussi observé une certaine tendance à devoir simplifier en quelque sorte les examens et à choisir alors une évaluation qui a tendance à être plus sommative que formative. Nous voulons, dans notre département, voir les examens non pas tant comme un contrôle, mais aussi comme une possibilité de vérifier ses connaissances, de les discuter et de les développer. Une autre chose qui a été un petit peu plus problématique que d'habitude, c'est le soutien aux étudiants en difficulté. Nous sommes en effet tenus à vraiment soutenir ces étudiants, par exemple ceux qui ont des problèmes comme la dyslexie, et à distance, c'est plus difficile. Le contact, l'interaction aussi a déjà été soulevé aujourd'hui aussi. Et là, je pense au petit contact aussi qui se fait généralement peut-être pendant la pause ou avant ou juste après le cours entre étudiants et professeurs. Et là, pour l'instant, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut y remédier parce que ce contact est très précieux et nous ne voulons pas le perdre. Nous voyons aussi que l'isolement, parce que les gens sont quand même bien plus chez eux, même s'ils ne sont pas confinés, risque de poser des problèmes de santé, et chez les étudiants et chez les enseignants, parce qu'on voit moins de monde, on n'a pas un bureau où l'ergonomie est aussi adaptée qu'au bureau, par exemple. Et cet isolement a des répercussions parfois sur la santé des gens, tout simplement. Les problèmes techniques qu'il faut savoir résoudre assez rapidement. Il faut pouvoir remédier à la situation si un étudiant, si le son ne fonctionne pas, par exemple, des choses toutes bêtes, mais qui sont tellement importantes quand on est à distance sur Internet. Et la présence, peut-être pas la présence, mais la disponibilité d'un technicien est essentielle. Nous tentons de signaler cela depuis des années et maintenant, je crois qu'on commence à voir l'importance de ces techniciens. Et finalement, nous avons aussi vu que si nous avons des étudiants étrangers, que nous avons transféré les cours sur Zoom, pour certains, il n'y a aucun problème pour obtenir un titre de séjour, mais pour d'autres, si les cours sont sur Zoom et sont sur Internet, ils risquent tout simplement de perdre leur droit de séjour dans le pays. Et donc ça, c'est aussi un problème et pour les étudiants, mais aussi pour le département, puisque, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous sommes très dépendants du nombre d'étudiants. Alors, quelques observations. Donc, il a fallu tout réorganiser et revoir toutes les méthodes pédagogiques. Il faut tout revoir, comme le disait aussi M. Stockinger dans son introduction ce matin. Les pauses sont plus fréquentes, il y a des classes inversées dans une plus grande mesure et il a surtout fallu revoir les examens écrits en salle. Donc,
l'importance de la formation continue des enseignants est devenue aussi tout à fait manifeste et incontestable. Ceux qui n'avaient pas fait la connaissance de Zoom déjà, qui avaient réussi à y échapper en quelque sorte, ont dû le faire sous le choc du corona. Et bon, tout le monde l'a fait et ça a été formidable de voir comment nos enseignants et aussi les étudiants ont réussi à, d'un jour à l'autre, plus ou moins, changer de mode de travail. Les étudiants, et cela peut étonner d'ailleurs, mais tous les étudiants ne sont pas toujours à l'aise avec les ordinateurs ou Internet et l'informatique. Chère Katharina, il faudra penser à Je conclure. vais penser à arrondir, absolument. Les résultats des étudiants sont tout à fait comparables à ceux de l'année passée, des années précédentes, ce qui nous soulage beaucoup. Zoom fonctionne bien, mais les enseignants préfèrent l'enseignement en classe, car l'enseignement sur Zoom nécessite beaucoup plus de planning, il faut tout prévoir à l'avance. L'enseignement à distance est apprécié par beaucoup d'étudiants, mais moins apprécié par d'autres. Là, les groupes sont très hétérogènes dans leurs opinions là-dessus. Les difficultés que nous voyons semblent se rapporter à l'enseignement à distance en général, et pas seulement à l'enseignement des langues. Certaines langues semblent être plus dépendantes que d'autres du contexte campus aussi. Et se pose aussi une question de code de conduite. Est-ce qu'il est, par exemple, acceptable qu'un étudiant soit assis torse nu pendant le cours ou ne fasse pas fonctionner sa caméra, même si l'enseignant le demande? Alors, ce qui a été positif, c'est le soutien collégial. Je veux juste vous montrer très rapidement ces dernières conclusions, parce que c'est ce que nous allons emporter avec nous vers l'avenir. Il y aura plus de classes inversées, je pense. Et dans l'ensemble, c'était une expérience plus positive qu'on aurait osé l'espérer. Et c'est aussi une reconnaissance de l'enseignement à distance qui, je pense, est importante. Voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir organisé ce colloque. Merci Katharina pour votre conférence. Nous avons le temps d'une question. Il y a des... Oui, pardon. Il y a des questions, je vais les lire. Quelle langue et pourquoi? Oui, alors là, il y a une grande question. Donc, désolé. Quelle langue et pourquoi cette dépendance? Ça semble être surtout les langues comme l'arabe, par exemple, où l'on tient surtout à avoir des examens en salle parce qu'on veut que les étudiants vraiment montrent qu'ils ont appris à écrire l'arabe. Pareil pour le chinois, par exemple. Et je vois aussi une question dans le chat qu'il y a à Daulana, une université. Oui, et c'est une université qui travaille uniquement à distance. La plupart des autres universités sont, comment dire, mixtes, hybrides. Daulana travaille uniquement avec des cours à distance et est spécialisée dans ce genre de cours. Et c'est une université mais qui n'a pas, par exemple, de doctorants. Les grandes universités, par contre, peuvent avoir des cours un peu comme nous, soit à distance, soit présentiel. Ça dépend. Une autre dernière question? Sinon, nous allons passer à la conférencière suivante. Oui, il y a une autre question. En fait, c'est par rapport à la distance. Donc, une personne dit, il me semblait qu'il y avait une grande habitude de l'enseignement à distance et cela se passe bien. Oui, ça se passe plutôt bien, mais il s'agit vraiment de prévoir, enfin un cours présentiel sur le campus et le même cours parallèle avec peut-être le même plan de cours, mais sera très différent si c'est un cours à distance. Il sera organisé de façon totalement différente. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci Katharina. Nous allons maintenant écouter notre conférencière suivante, Monika Sirmay, qui enseigne
bien que son nom soit très centre-européen, enseigne au Royaume du Soleil Levant, à l'Université de Hiroshima. Et elle nous présente une communication intitulée « Enseigner à distance au pays du Soleil Levant et des hautes technologies ». La parole est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Il fait presque nuit ici. Bon, même sans regarder le nom de mon université, vous devez avoir deviné que je vais parler de la situation au Japon. Malheureusement, il m'est impossible de vous raconter en détail tout ce que j'aimerais vous dire en 10 minutes. Je vous prie de m'excuser si vous trouvez des lacunes dans le déroulement de mon exposé. Enseigner au pays du soleil levant et des hautes technologies. Ah, je me suis trompé. J'ai oublié de mettre le point d'interrogation à la fin du titre. Beaucoup de gens ne mettraient pas en doute le fait que le Japon est un pays de haute technologie. Ils ont cette image du pays. Tout le monde, même les bébés, peuvent utiliser dans ce pays les ordinateurs et les nouvelles technologies. Excusez-moi. Il est vrai dans une certaine mesure que la vie quotidienne est agrémentée des fruits savoureux de la technologie. Les fours à micro-ondes et les machines à laver qui parlent aux utilisateurs, les voitures qui peuvent se garer sans aucune intervention humaine, etc. Malheureusement, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur. L'utilisateur a besoin de savoir également ce qu'il doit faire après. Ainsi, la plupart de mes étudiants et de nombreux collègues ressemblent trop souvent à cela. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Bien que le gouvernement japonais ait été conscient de la nécessité de doter la population de compétences numériques, cela ne s'est pas fait de la manière et selon le calendrier qu'ils avaient prévu. Le siège de la stratégie informatique IT Strategy Headquarters a été créé en 2001 et la déclaration de la e-stratégie du Japon a été rendue publique la même année. Puis, ils ont créé une deuxième version en 2003. Leurs objectifs étaient de renforcer les systèmes d'éducation ayant recours aux technologies de l'information et faire du Japon la nation la plus avancée du monde en matière de technologie de l'information avant 2005. Le e-Japon est devenu le i-Japon en 2009 et la vision était pour 2015 de permettre à tous les enseignants de dispenser des cours enrichis de technologies numériques et de créer des structures en vue de l'utilisation du numérique pédagogique. La raison de l'échec du projet e-Japon était l'accent mis sur les réseaux, la fabrication plutôt que les utilisateurs. Si nous examinons d'autres données concernant la situation éducative du Japon, nous pouvons constater que le Japon n'était pas du tout préparé à l'enseignement en ligne. Il y avait un retard considérable. La première université à offrir des MOOC a été l'Université de Tokyo en 2013 et l'Open University of Japan a offert des cours en ligne pour la première fois en 2016. Le ministère de l'Éducation encourage l'apprentissage actif et l'apprentissage en ligne depuis plusieurs années en parole, mais malheureusement pas en acte. Voici le titre d'un article qui a été publié dans le Nikkei Asian Review en avril en anglais. Les étudiants japonais sont abandonnés alors que le monde entier adopte des cours en ligne. Et le sous-titre, la bureaucratie piège l'université qui tente de s'adapter aux restrictions autour du coronavirus. Et un fonctionnaire du ministère de l'Éducation a été cité. En général, nous ne validons pas les cours suivis uniquement en ligne. Pas étonnant que les universités ne soient pas désireuses d'investir dans une connexion Internet adéquate. Le Wi-Fi est un personnel informatique très compétent et c'est vraiment dommage. Le centre d'information est considéré comme un bureau comme les autres. À l'exception de quelques membres permanents du centre d'information, les employés de bureau sont remaniés de temps en temps, en général après
2 ou 3 ans dans le même bureau. Il est évident que si le personnel informatique n'est pas très bien formé, il est terrifié à l'idée de la possibilité de commettre une erreur, surtout s'il s'agit de gestion de sécurité. Donc, au nom de la sécurité, presque tout est interdit, fermé. Un exemple, la coopération entre chercheurs est encouragée, mais je ne peux pas partager un fichier sur l'espace de stockage de mon université avec un collègue qui n'a pas d'adresse électronique de ma propre université. Dans le passé, nous parlions de classes centrées sur l'enseignant, puis nous avons commencé à parler de l'éducation centrée sur l'élève. Malheureusement, au Japon, je pense que c'est un enseignant centré sur l'administration. Les enseignants sont souvent promus sur la base de bonnes compétences administratives et non parce qu'ils sont des experts dans leur domaine. La plupart des universités disposent d'une sorte de plateforme de gestion de l'apprentissage permettant aux étudiants de s'inscrire dans les classes et aux enseignants de donner des notes et d'effectuer d'autres tâches administratives. Dans certains cas, c'est ainsi que fonctionne le système en ligne. Vous saisissez les informations dans l'ordinateur, puis vous les imprimez, vous y apposez votre cachet personnel, puis vous les apportez au bureau et vous remettez le papier. Dans certains cas, vous ne pouvez pas saisir les informations dans le système que si vous êtes sur le campus. C'était donc la situation générale lorsque le coronavirus a explosé. Comme l'année scolaire commence en avril au Japon, les étudiants de première année étaient sur le point d'avoir leur orientation lorsque les étudiants étaient interdits de séjour à l'université. Enfin, ils ont obtenu leur adresse électronique personnelle de l'université et leur carte d'étudiant, ainsi qu'une page imprimée sur la façon de vérifier leur courrier électronique et d'entrer dans le système scolaire. La façon normale de commencer quelque chose de nouveau serait d'avoir un plan d'action, de former le personnel et les étudiants et de se mettre ensuite à donner les cours. Cela s'est fait sans aucune préparation ni formation. Je comprends qu'une telle situation était imprévue, mais mon université avait déjà connu un événement imprévu en 2018. À la suite de fortes pluies et de glissements de terrain, mon université a dû fermer ses portes pendant 3 semaines. Cette seule et unique expérience aurait dû inciter l'université à mettre en pratique le slogan surutilisé de l'apprentissage en ligne. J'ai mentionné à plusieurs reprises à l'université l'exemple de l'Université nationale de Singapour, où ils ont une semaine d'apprentissage en ligne chaque semestre, même s'il n'y a pas de catastrophe. Dans mon département, où j'enseigne l'anglais, 30% des étudiants de première année n'avaient pas d'ordinateur en avril et beaucoup n'avaient pas de connexion Internet correcte. Les enseignants n'avaient ni l'expérience ni les logiciels nécessaires pour créer immédiatement du matériel en ligne. Les règles de l'université semblent changer tous les jours. Tout d'abord, il a été conseillé aux enseignants de ne pas utiliser Zoom en raison de certains problèmes de sécurité. La semaine dernière, on nous a dit que l'université allait s'inscrire à Zoom à partir du 1er juillet. Tout le monde a été stressé, le sentiment général était celui que je décris. Voilà cette éducation en ligne représentée par la voiture, mais malheureusement, on n'a pas de pétrole, matériel pédagogique, pas de clés, des logiciels et pas de permis de conduire, expérience. Alors, le sentiment général était comme ça en partie parce que nous n'étions pas préparés à faire un tel travail, en partie à cause de l'insécurité et des règles qui changeaient et changent encore constamment. Même si quelqu'un sait ce qu'il fait, il est impossible de diriger correctement une classe avec des étudiants qui ne peuvent pas allumer et éteindre leur micro, qui oublient régulièrement leur mot de passe, qui se trompent de nom et d'adresse email et qui attendent de leur professeur qu'ils règlent à leur place tous les problèmes jour et nuit. Malgré toutes les difficultés, tous les enseignants et tous les élèves essaient de faire face à la situation
du mieux qu'ils peuvent. Les Japonais sont propres et polis et leur pays est bien organisé. Derrière cette façade qui est impressionnante pour les visiteurs, tout n'est pas absolument parfait et la crise que nous vivons actuellement a démontré notre fragilité. Nous espérons que nous tirerons quelque chose de positif de cette situation. Les plans, même très ambitieux au Japon, ont du mal à se concrétiser, mais l'urgence oblige l'ensemble de la société à changer du jour au lendemain. Les autorités doivent évaluer et évoluer. Il est plus que certain que rien ne sera comme avant. Après la pluie, le beau temps. Merci de votre attention. Merci Monica, vous avez été absolument parfaite au niveau du chronomètre. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir, donc c'est absolument parfait. Avons-nous des questions, Diana, dans la salle? Il y a quelqu'un qui confirme la description que Monica vient de faire du Japon. Puis il y a des félicitations. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi lever la main si jamais vous avez une question que vous voulez poser à l'oral à Monica. Donc, sinon, il y a merci pour ce témoignage, mais peut-être que Katharina ou Michel peuvent aussi poser une question, s'il y en a. Moi, j'aimerais faire un commentaire, si c'est possible. C'est quand même extrêmement surprenant. Vous avez très bien souligné l'image que l'on a en Occident du Japon. Moi, j'avais connu le Japon pour sa 5e génération des ordinateurs. Donc, c'était un pays normalement totalement en pointe pour tout ce qui est informatique, cybernétique, intelligence artificielle. On a connu de nombreux collègues qui ont travaillé à Kyoto en particulier, dans différentes institutions prestigieuses et énormes. Et donc, le quotidien, effectivement, semble ne pas être du tout à la hauteur d'un certain nombre de choses qui ont été faites en recherche et en technique et qui a forgé cette image que nous avons du Japon. Alors, je m'associe aux compliments de votre conférence. Je pense que c'était parfaitement clair et très bien fait. Merci. Voilà. Oui, il y a d'autres commentaires. Par exemple, Maria nous dit, pour certains, il est étonnant que le Japon ne soit pas formé aux technologies. Nous n'avons pas cette image du Japon, c'est évident, c'est très surprenant. Mais merci Monica de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'était vraiment très, très surprenant. Ah oui, le problème par rapport à la technologie est-il en rapport avec la façon d'enseigner? Comme le fonctionnaire du ministère de l'Éducation a dit, si on n'accepte pas cette forme d'éducation, si on ne donne pas de crédit pour ça, alors les universités ne veulent pas le faire parce que les étudiants ne veulent pas le faire non plus. Mais maintenant, c'est nécessaire. Alors, pas de question. S'il faut continuer, c'est la seule façon de continuer maintenant. Bon, merci beaucoup. Je pense que nous allons clore votre conférence maintenant et passer à la dernière conférence de notre session. Michel, la parole est à vous. Merci. Attendez un instant, je vais essayer de partager mon écran. Oui, c'est bon, ça marche. C'est bon, super. Ok, très bien. Bonjour à tous. Depuis que nous sommes entrés dans le confinement, nos cours de chinois à l'INALCO se voient contraints aussi de passer en mode distanciel, comme beaucoup d'autres enseignements, en recourant aux différents outils numériques. Ces outils sont soit totalement nouveaux pour la plupart d'entre nous. Dans ce cas, on découvre leur usage grâce à cette occasion. Je parle évidemment de Zoom en premier lieu. Soit ce sont des outils déjà connus
et utilisées, mais dont les nouvelles circonstances poussent les enseignants à explorer toute leur potentialité. Je parle surtout de Moodle. Alors, je vais m'appuyer sur mes propres cours pour vous livrer un rapport tout à fait provisoire de cette expérience d'enseignement à distance, parce que cela ne fait que 3 mois tout au plus qu'on fonctionne en mode virtuel. Le confinement depuis le 17 mars, 7 semaines de cours et 2 semaines d'examen. Il manque évidemment encore un peu de recul pour en dresser un bilan définitif et exhaustif, d'autant plus que nous avons agi la plupart du temps dans l'incertitude liée à l'évolution de la situation globale, dans la précipitation et l'urgence, et tout en jonglant avec les contraintes techniques. On peut faire remarquer que la crise sanitaire nous a contraints à entrer en mode virtuel, et ceci a non seulement rendu possible la continuité de l'enseignement, il nous a permis également d'enrichir nos pratiques pédagogiques dans un environnement tout à fait inédit. Il a ouvert de nouveaux horizons tout en nous soulevant de nouveaux défis. Alors, je vais tenter d'aborder les deux aspects de cette expérience, d'un côté les cours et de l'autre les examens, mais je ne suis pas sûr que j'ai le temps d'aller jusqu'au bout. Pour les cours à distance, j'en ai plusieurs, mais j'ai beaucoup de cours, mais je vais vous parler surtout de mes expériences des 2 cours d'expression orale. Donc, j'ai 2 groupes. Donc, ce sont des cours en initiation. Donc, les 2 groupes de tailles différentes, un de 10 personnes et l'autre de 20 personnes. Leur évolution différente fournissent un comparatif assez intéressant. On peut dire que l'interface informatique à distance abolit la distance, rapproche l'enseignant et les étudiants. Même si c'est par écran interposé, tous les étudiants se trouvent d'un coup, en quelque sorte, à distance égale, en face à face avec l'enseignant. Dans une salle de cours réelle, certains étudiants faibles et timides ont plutôt tendance de se ranger au fond de la salle ou de s'abriter derrière les plus forts. Ils chuchotent lorsqu'on les interroge. Or, depuis qu'on est basculé en mode virtuel, j'ai remarqué que j'entends mieux certains élèves faibles et par conséquent détectent plus facilement leurs erreurs, et cela me permet de les aider plus efficacement. En effet, le mode distanciel a aidé certains étudiants faibles à prendre confiance en soi en surmontant leurs difficultés à parler devant les autres en classe. Par ailleurs, l'inconvénient généré par l'inadéquation entre la dimension de certaines salles attribuées par rapport à la taille du groupe se voit neutralisé. Mon groupe de dizaines d'étudiants était dans un amphithéâtre, donc ces élèves-là se sentaient quelque peu écrasés par l'espace vide et la chaleur humaine était un peu diluée. Le mode distanciel a contribué indéniablement à resserrer ce groupe et à influer dans le sens positif sur la dynamique du groupe. Ce petit groupe m'est devenu plus agréable en distanciel après le confinement. Et j'ai vraiment eu l'impression de ce rapprochement avec certains d'entre eux. Néanmoins, tout n'a pas évolué dans un seul sens. Le mode virtuel pose aussi des problèmes. Zoom est plutôt une interface développée pour la visioconférence ou pour la formation à distance qu'une plateforme dédiée à l'enseignement à distance. Certaines activités se prêtent mal en utilisant cette interface. Par exemple, en cours réel, en chinois, pour l'entraînement des tons, on recourt souvent à la répétition collective. C'est par ailleurs une sorte de chant qui est assez réjouissant
à entendre. Mais via Zoom, l'effet est assez désastreux, puisque les voix ne parviennent pas à se fusionner de manière harmonieuse lorsqu'on est dans une salle de cours réel, et sont accentuées, au contraire, les disparités et les dissonances, malheureusement. De manière générale, il y a un dilemme en cours virtuel. Soit on demande aux élèves de brancher leur micro, on entend à ce moment tous les bruits de fond qui pourraient être très vite devenir perturbants. Les enfants qui crient, un bébé qui pleure, la radio ou la télé, ou la conversation des parents, etc. Si on coupe tous les micros et laisse seulement la parole à celui qui la demande ou qu'on interroge, à ce moment-là, par ce filtrage qu'on impose, on perd également les réactions spontanées de la classe qui fournissent de précieux indices sur lesquels un enseignant pourrait s'appuyer pour adapter son cours aux attentes et aux besoins des étudiants. Par ailleurs, certains étudiants n'ouvrent pas leur caméra, ce qui fait qu'ils deviennent des individus masqués pour l'enseignant, qui doit en quelque sorte naviguer à l'aveugle. Ainsi, à partir de la mise en place des cours à distance, mes deux groupes d'expression orale n'ont pas tout à fait évolué dans le même sens. Avant le confinement, ma préférence va sans hésitation au groupe de 20, même si la meilleure élève se trouve dans le groupe de 10. Comme j'en ai parlé précédemment, il manquait un peu d'ambiance dans le petit groupe. Il me semble que le mode distanciel a permis de resserrer les liens des élèves entre eux aussi, de me rapprocher d'eux. Tandis que pour le groupe de 20, le grand groupe, qui était un groupe très soudé, l'effectif plus important n'a jamais posé de problème en cours présentiel. Bien au contraire, il s'agit d'un groupe d'élèves qui avaient le plaisir de se retrouver physiquement ensemble, et cela crée une bonne énergie, une stimulation entre élèves, un effet d'entraînement, en gros, une bonne dynamique du groupe. Or, depuis le basculement en mode virtuel, j'ai l'impression que l'écran a filtré cette bonne ambiance générale générée par le contact physique. J'ai encore un peu de temps. Je vous laisse 3 minutes. 3 minutes À peu près. On a du temps, puisqu'après, Oui, il y a la 3-4 pause minutes. midi. Oui. Très bien. Alors, je vais rajouter, il est une autre difficulté que j'ai éprouvée pour le cours distanciel, c'est la gestion de l'espace écran. Il est à noter que l'on doit faire entrer dans un même espace écran de 2 dimensions les 3 composants fondamentaux de la classe réelle en 3 dimensions. L'enseignant émetteur, les apprenants récepteurs, le tableau sur lequel l'enseignant peut écrire ou déployer un support multimédia. Idéalement, pour le cours distanciel, il faudra que l'enseignant dispose de 2 écrans. Un où il peut visualiser tout son auditoire, un deuxième où il fait projeter la vidéo, éventuellement un troisième, il peut écrire. Le fait que tous ces éléments doivent partager le même espace en cours distanciel et le jonglage des différents éléments, l'interface de Zoom, le partage d'écran avec l'ouverture de différents logiciels de vidéo et de traitement de texte rend le déroulement du cours moins fluide. Et là, j'ai fait un petit tableau, quelques exemples. C'est juste pour vous montrer que même pour un cours d'expression orale en chinois, il nous est indispensable d'écrire pour expliquer des mots. Par exemple, là, vous avez une série de synonymes. Et ça, ce ne sont pas des cas isolés, c'est extrêmement courant, qui se prononcent à peu près souvent de la même façon, parfois de façon très similaire, qui ont des sens totalement différents. Et on ne peut enlever l'ambiguïté que par l'écriture. Voilà. Alors, un mot peut-être sur l'évaluation à distance. Et donc, on a adopté des méthodes différentes, cette fois, pour l'évaluation. Alors, l'épreuve
c'est finalement l'expression orale qui se prête le mieux à l'évaluation à distance. Donc, ça pose, il n'y a pratiquement pas de différence entre évaluation en présentiel et évaluation à distance via Zoom. Donc, la tricherie n'est pratiquement pas possible. Alors, pour l'évaluation, pour l'épreuve de la compréhension orale, on a opté pour l'informatisation. On a informatisé l'épreuve. Alors, l'examen final de compréhension orale en initiation se présente habituellement sous forme d'une dictée de 10 mots, des traits syllabiques et 2 parties de QCM, 7 QCM basées chacune sur un mini-dialogue, et puis 5 QCM basées à partir d'un même récit oral. Alors, pour la première fois, on a totalement informatisé cet examen et la correction de 124 copies qui nécessitent habituellement un temps conséquent s'est faite de manière instantanée. Bien entendu, la programmation et la mise en ligne de l'examen a généré de la charge supplémentaire pour l'enseignant, mais le gain de temps pour la correction est vraiment significatif. Et voilà, ça c'est pour la compréhension orale. Pour l'écriture, on a opté pour une autre solution parce que en chinois, il est important de demander aux étudiants d'écrire les caractères. Alors pour aujourd'hui, avec les traductions automatiques et le traitement de texte en chinois, on n'est pas sûr qu'on peut éviter la tricherie si on demande aux élèves de rédiger sur un traitement de texte. Voilà. Donc, on a opté cette solution-là pour cette solution, c'est-à-dire on a utilisé le module devoir de Moodle. L'étudiant télécharge le sujet et compose ensuite de manière manuscrite. À la fin de l'épreuve, l'étudiant numérise sa copie et la scanne ou photographie sa copie avant de la déposer sur le même module de Moodle. Voilà. J'arrive à ma conclusion. Le mode à distance nous fait regretter le contact, l'interaction, l'ambiance dans une salle de cours présentielle. Et il ne faut pas oublier cependant qu'il nous a fait épargner le temps et l'inconfort du trajet. Et même d'un cours à l'autre, on n'a plus de couloirs à parcourir ou d'étages à monter ou à descendre. Et puis, on n'a plus besoin de transporter tous nos outils, ordinateurs, manuels, gros dictionnaires, livres de référence. Tout est à portée de main. Tout cela est fort appréciable. Il a remarqué que l'enseignement du chinois à l'INALCO est caractérisé par l'importance des effectifs de ses étudiants de tous les niveaux. D'autant plus que nous procédons à des tests très fréquents, cela permet de stimuler beaucoup les étudiants et de les tirer vers le haut, mais en même temps, cela constitue également une masse de travail colossale pour l'enseignant. Alors, même si on est entré dans le mode virtuel de façon un peu contraignante et un peu contrainte et forcée, et même ce mode au service de l'enseignement reste encore problématique, avec des bugs, des interruptions, des décrochages de certains élèves qui ont des problèmes, etc., etc. Il nous a néanmoins donné une occasion inespérée de découvrir de nouvelles façons d'enseigner, de nouveaux outils numériques qui contribuent à décharger l'enseignant des tâches répétitives, mécaniques et ingrates. Je parle surtout de l'exemple que vous avez vu, la correction automatique des copies de compréhension orale.
et leur permettre d'économiser du temps et de l'énergie pour être disponibles pour du travail plus créatif et d'aider les étudiants de façon plus efficace. En un mot, le mode à distance nous offre de nouvelles perspectives. Voilà, je vous Michel Luo, merci beaucoup pour votre conférence. Je pense qu'elle a été appréciée d'après les commentaires que je vois. Et j'ai aperçu au passage une première question sur l'évaluation des questions. Lorsqu'on a des réponses fermées, ça marche bien. Mais évidemment, si on a besoin de donner des points pour des réponses qui sont ouvertes, là, on est contraint par le manque d'analyse adéquat du langage, quelle que soit la langue. Donc, comment avez-vous fait? Jusqu'où pouvez-vous corriger automatiquement? Voilà, tout à fait. C'est une question vraiment très intéressante, mais on n'a pas vraiment de réponse. Et donc, vous avez vu, on a opté tout simplement pour seulement l'informatisation en fait, de ces tests pour des questions totalement fermées, la dictée, les QCM. Par contre, pour l'écriture, on n'a pas trouvé de meilleure solution que de demander aux élèves de composer de manière manuscrite. Et donc, ce que j'ai fait aussi pour les autres cours, c'est-à-dire au lieu de poser des questions habituellement, des questions fermées, par exemple, pour les traductions, j'ai changé l'exercice de traduction. J'ai abandonné l'exercice de traduction. Au lieu de demander de traduire, j'ai demandé aux élèves de faire un résumé d'un texte et de faire un commentaire. Donc, ce sont des questions beaucoup plus ouvertes pour me permettre de tester en fait la vraie maîtrise de l'élève du texte. Oui, c'est très bien, c'est très formateur. Est-ce que nous avons encore une question? Oui, il y avait en fait une demande si on peut faire plus de commentaires sur cette histoire de resserrement du groupe à distance. Et j'ai vu un autre commentaire qui allait dans ce sens. En fait, les collègues sont un peu étonnés du fait que Michel a dit que la distance a permis de resserrer les liens du groupe. Voilà, c'est un peu paradoxal. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est variable. Il n'y a pas de… j'ai l'impression que ça a beaucoup mieux fonctionné pour les petits groupes que les grands groupes. Voilà, ça c'est mon impression pour l'instant. Maintenant, je n'ai que l'expérience de quelques groupes similaires que je peux comparer. Donc je ne peux pas vraiment en tirer une conclusion définitive. Oui, c'est vraiment variable selon la taille du groupe, la composition du groupe et les élèves qu'on a. Parfois, ça marche très bien, parfois, ça marche moins bien qu'avant. Mais je pense que le contact physique, pour moi, est indispensable. Et voilà. Bien, si vous en êtes tous d'accord, je pense que nous allons pouvoir terminer notre première demi-journée, qui a été passionnante. Je veux dire qu'on a entendu de très très beaux témoignages et cela nous conforte dans l'idée que Thomas a eu tout à fait raison d'organiser cette rencontre, même si elle est virtuelle. Et je veux dire que là, je suis d'accord avec Michel, le support informatique nous rapproche de collègues qui sont à l'autre bout du monde et effectivement, c'est très intéressant. Merci à tous.